Bonsoir et bienvenue donc dans notre dernier atelier de cette grande journée très engagée proposée par le collectif 1310. Et pour finir cette journée, on voulait absolument aborder un thème dont on parle encore peu, trop peu, qui est finalement quand on est concerné par un cancer du sein métastatique, quelles solutions sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour maintenir ou retrouver une vie intime et sexuelle de qualité. Alors pour nous accompagner lors de cette session, nous avons deux invités. Catherine Adlertal, qui est psycho-oncologue, sexologue, qui est également la présidente de l'association Étincelle, qui fait partie du collectif 1310 et qui va nous apporter donc son éclairage. Et puis nous avons aussi le docteur Michel Mouly, qui est gynécologue et qui va nous parler aussi des solutions qui peuvent être utiles à connaître et voire à solliciter pour vous accompagner et pour que vous soyez donc confortable dans votre vie personnelle et intime. Alors sans plus tarder, je laisse donc la parole à Catherine pour une dizaine de minutes et après donc nous inviterons le docteur Michel Mouly à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup Laure, bonjour tout le monde et merci infiniment au collectif 1310 de m'avoir conviée pour cette magnifique journée et importante et essentielle journée. Alors donc je vais vous parler effectivement un petit peu d'oncosexualité puisque c'est le but. Alors en fait, donc comme disait Laure, je suis présidente de l'association Étincelle qui offre des soins de support aux femmes atteintes de cancer, dont l'oncosexualité. Alors pourquoi? Parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un énorme manque sur ce plan-là, car on a affaire à un double tabou. Déjà, le cancer, ça reste encore un peu tabou, et la sexualité aussi. Donc, on est face à un double tabou. Donc, il fallait absolument lever ça, car au début, quand j'étais pas encore oncosexologue et que je parlais un petit peu d'une manière un peu maladroite de sexualité, je voyais que ça intéressait beaucoup et que j'entendais très souvent, mais on m'en a jamais parlé, on m'a jamais demandé, c'est la première fois qu'on m'en parle. Donc, je me suis dit, voilà, il faut se former pour en parler d'une manière un peu plus professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a une très grande différence entre le cancer du sein métastatique et les cancers non métastatiques sur le plan de la sexualité? Je pense que la différence est surtout d'ordre psychologique. Parce que, bon, sur le plan physique, on retrouve à peu près les mêmes symptômes, mais Michel Mouly en parlera évidemment bien mieux que moi. Mais en gros, bon, c'est sécheresse vaginale, douleur à la pénétration, baisse de libido, voire plus de libido du tout, des problèmes d'image du corps, de la fatigue, des douleurs qui sont dues malheureusement parfois aux métastases. En revanche, sur le plan psychologique, c'est vrai que le problème, c'est que quand c'est métastatique, c'est de longue haleine. Donc, il y a l'angoisse, la culpabilité parfois, des moments de déprime, de la peur et donc une indisponibilité psychique à la sexualité. Or, c'est bien dommage parce que c'est un peu la double peine, comme je dis souvent. Alors, il y a aussi de la part du partenaire, hein. Il ne faut pas oublier que c'est très important. Moi, je dis toujours, le patient, c'est le couple. Le partenaire, il peut aussi ressentir de la culpabilité, il se sent impuissant, il peut être déprimé lui-même de voir sa compagne atteinte d'un cancer du sein métastatique. Il peut s'essouffler et peut-être qu'il doit aussi s'adapter au moment T. Parce que la sexualité, c'est quelque chose, c'est comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, c'est adaptatif, ça s'adapte tout le long de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 80, comme vous pouvez vous imaginer, mais ça s'adapte aussi à des moments, des événements de vie, comme par exemple, malheureusement, le cancer. Donc, on va adapter sa sexualité qui n'est pas, évidemment, qui est loin d'être impossible, mais qui va demander des aménagements. Alors donc, je crois que ce qui est très, très important, c'est d'abord de communiquer. Parce que très souvent, j'ai remarqué que les couples ne parlent pas beaucoup de sexualité entre eux. Et l'erreur à ne pas faire, c'est, comme je dis très, très souvent aussi, c'est de ne pas penser à la place de l'autre. Parce qu'il arrive dans ma consultation que des femmes me disent « mais moi, je ne m'aime plus, je ne me retrouve plus, j'aime plus mon corps, je suis fatiguée, comment lui peut-il encore m'aimer ?»
Et de la part de l'homme, ça va être aussi des choses comme elle est fatiguée, donc elle a un cancer, elle se fait soigner pour ça, et moi, bon, je vais bien, donc je ne veux pas l'embêter. Mais en fait, chacun aurait peut-être envie, mais il n'ose pas, il pense à la place de l'autre. Donc ça, c'est une erreur. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment communiquer dans le couple avec son partenaire pour savoir quels sont les besoins, quelles sont les envies, s'il y a des frustrations, s'il n'y a pas de frustration. Il faut aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que la sexualité, il ne faut pas oublier, c'est très vaste, c'est très large. Ce n'est pas que la pénétration. La sexualité, c'est aussi la sensualité, c'est les caresses, c'est la tendresse, ça peut être le sexe oral, et c'est surtout garder un contact tactile. Voilà, garder toujours un rapprochement physique. On n'est pas obligé, pour avoir une bonne sexualité épanouie, d'avoir absolument le besoin de pénétration. Évidemment que ça, c'est peut-être l'idéal, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut adapter sa sexualité au moment T. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est de respecter le rythme de chacun et de ne pas se faire violence. Par exemple, je vous donne un exemple pour une femme, par exemple, qui aurait dû subir une mastectomie. Si son compagnon n'a pas envie de voir tout de suite, c'est pas parce qu'il est méchant, c'est pas parce qu'il vous aime plus, c'est parce qu'il n'en est pas là. Donc, il faut, je pense, faire attention au rythme de chacun. Et de la même façon, si une femme n'a pas envie de se montrer tout de suite, alors que l'homme lui dit « mais moi, je veux voir », si elle ne peut pas, si elle n'en est pas là, eh ben, on attend. Je crois que c'est très important de se respecter et de respecter son rythme sans se faire violence. Le problème de la sexualité, c'est qu'effectivement, au moins on l'a fait, au moins on a envie de faire. Donc, il faut quand même, comme je vous dis tout à l'heure, essayer de garder quelque chose de l'ordre au moins de l'érotisme et de la sensualité. Et puis, je pense que se sentir désiré, désirable et aimé dans les yeux de l'autre à un moment qui est tellement compliqué pour soi-même, tellement difficile, c'est narcissiquement très important et c'est surtout très rassurant. Donc, je crois qu'il ne faut absolument pas se priver de ces moments-là. C'est évidemment la sexualité, ça doit être un plaisir et non jamais une contrainte. On n'a pas dit qu'il fallait se forcer, mais il faut voir de quelle manière on peut l'adapter pour qu'elle devienne satisfaisante pour chacun. Il y a des couples qui n'ont pas de sexualité parce que pour X raisons, à cause de la maladie et tout, mais ils n'en ont pas besoin. Donc, pas de culpabilité. On peut très bien aussi vivre très correctement sans sexualité, à condition qu'aucun des deux ne soit frustré. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir communiquer. Alors, il existe plein de traitements dont le docteur, enfin plein, pas mal, bon. Je ne crois pas qu'il y ait des traitements miracles, mais le docteur Michel Mouly vous en dira plus que moi là-dessus. Mais ça permet d'avoir une sexualité adaptative et surtout satisfaisante, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que la sexualité, c'est aussi un moment où il faut se recentrer sur soi, sur ses sensations et ses émotions et son plaisir. Et il faut essayer d'oublier, ne serait-ce que quelques instants, la maladie si c'est possible. Je sais que c'est facile à dire et pas toujours à faire, mais je crois que c'est vraiment un moment où il faut se recentrer sur soi. C'est le seul moment, c'est la seule manière peut-être pour retrouver des sensations de plaisir sans vouloir aller dans la performance de l'orgasme, etc., mais au moins du plaisir d'être dans les bras de l'autre, du plaisir d'être avec l'autre, du plaisir d'avoir retrouvé un corps source de plaisir et non pas source de violence. Parce que vous avez les personnes qui ont un cancer du sein métastatique sont souvent très violentées par la médecine, par la chirurgie, par les médicaments, par les traitements en tout genre. Eh bien, ce corps qui est toujours violenté, souvent violenté par le médical, il faut se rappeler qu'il est aussi source de plaisir. Et c'est ce plaisir-là il faut absolument trouver le moyen de retrouver ce plaisir-là. Donc, il faut s'autoriser ce plaisir, sinon c'est la double punition. Et moi, je trouve qu'il y a des femmes qui me disent, mais avec tout ce que j'ai en ce moment, vraiment, je ne pense pas que j'ai le droit à ça. Mais non seulement vous avez le droit, mais c'est presque un devoir. Justement, il faut trouver du plaisir là où il est, à un moment de votre vie qui est tellement compliqué. Alors, je pense que les choses les plus importantes dans tout ce que je viens de dire, c'est de communiquer, encore une fois, dans son couple. Je crois que c'est vraiment très, très important. De ne pas hésiter, bien sûr, à consulter un oncopsychologue ou un médecin sexologue, un oncosexologue, pardon, ou un médecin sexologue et un médecin sexologue, c'est les deux, voilà, pour parler de tous ces problèmes et pour trouver des solutions. Ne jamais culpabiliser.
Et puis, savoir adapter sa sexualité, ne pas la laisser tomber, mais l'adapter. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais on m'a dit 10 minutes à peu près, c'est ça? Tu es absolument parfaite. C'est un véritable plaisir d'être comme ça sur cette dernière session, en plus dans les temps. Merci pour ces conseils. C'est vrai que la sexualité, on dit que c'est un peu le soleil de la vie. Tu dis très bien aussi que c'est des moments où finalement on part dans un moment qui est loin de la maladie, qui est un moment de partage qui est essentiel. Et donc donc on reviendra vers toi avec des questions tout à l'heure, mais je voudrais maintenant donc donner la parole au docteur Michel Mouly. Ça nous a paru extrêmement important d'inviter un médecin gynécologue qui s'intéresse particulièrement à ces questions, parce que quand la maladie cancer du sein est métastatique, ben, on a des traitements pour toute la vie. Il faut vivre avec la meilleure vie possible. Et en fait, l'impact de ces traitements, il est donc permanent, que ce soit des douleurs articulaires, que ce soit des sécheresses vaginales, que ce soit différentes problématiques. Et donc, on voulait avoir votre regard d'expert pour vous nous expliquer aussi et ouvrir la piste de solutions. Donc, on a vu avec Catherine, et on pourra y revenir, rencontrer un psycho-oncosexologue, un médecin sexologue, mais aussi, pourquoi pas, un gynécologue spécialisé avec des solutions concrètes, notamment pour les femmes. Donc, docteur Mouly, je vous laisse la parole et je redisparais. Bravo Catherine pour cette présentation qui n'est pas celle d'un chirurgien ni d'un gynécologue, mais moi j'en approche beaucoup et j'essaye vraiment d'en parler, mais pas aussi bien que vous. Alors en 2005, j'ai commencé à me poser des questions sur les effets de nos médicaments et notamment c'était la période où a commencé la venue des anti-aromatases et qui, pour des femmes qui parfois méritaient pas d'avoir ça et qui se sont retrouvées avec des douleurs, avec des rapports sexuels douloureux et tout ça, ça a été ma première question. Et depuis, j'ai cheminé. Et en 2013, c'est là où je suis intervenu sur la prise en charge. Alors pour moi, ça ne sera pas corporel, ça sera surtout au niveau génital et notamment au niveau du vagin de la femme qui malheureusement sous ces thérapeutiques subit beaucoup d'agressions. Voilà, donc depuis, alors là on est vraiment aussi dans le dossier des femmes qui sont, excusez, vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend très bien, il n'y a pas de problème de son. Voilà, donc je suis effectivement chirurgien, gynécologue, cancérologue. J'ai travaillé 15 ans à l'Institut Gustave Roussy et j'ai, de par ce fait, une expérience assez importante sur les répercussions que peuvent avoir tous nos traitements. Et nous, oncologues, on devrait beaucoup plus souvent et systématiquement appréhender et expliquer aux femmes l'incidence que va avoir nos traitements et notamment sur les formes métastatiques, sur le couple, intimité, sexualité et qui est souvent passé sous silence, le plus souvent. Donc, les traitements que l'on subit, que subissent malheureusement ces femmes, entraînent par conséquence, c'est surtout la perte des œstrogènes et la survenue d'une ménopause qui est précoce, induite par la chimiothérapie et l'hormonothérapie, notamment les anti-aromatases. La répercussion, donc, c'est une sécheresse vaginale dont les femmes se plaignent assez rapidement, notamment sur ces formes métastatiques, avec des rapports sexuels qui deviennent douloureux, sanglants, insupportables, voire impossibles. Et quand cela devient sans plaisir, il n'y a plus de désir. Et pour ces femmes, malheureusement, la libido n'existe plus. Donc l'oncologie à tous ces niveaux, que ce soit au niveau des infirmiers, que ce soit au niveau des chirurgiens, que ce soit au niveau des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, on doit prévenir l'incidence de nos traitements sur l'intimité de la femme, parce que malheureusement à tous les âges, je ne vais pas dire n'importe quel âge, à tous les âges, il faut préserver ce couple intimité-sexualité qui est pour moi fondamental pour la femme. Alors, il faut informer et cela sans tabou. Je vois de nombreuses femmes qui me disent « Docteur, on ne m'avait pas prévenu que j'aurais tout ça ».
Oui, mais on aurait dû prévenir. Prévenir et ne pas attendre que la pathologie survienne. Et que de ce fait, on utilise très tôt même des lubrifiants. Malheureusement, tous ces médicaments sont non remboursés. On a au départ des lubrifiants qu'on peut utiliser de façon quotidienne. Et quand on a besoin d'un rapport sexuel, alors programmer des rapports sexuels enlève toute spontanéité, ce qui empêche, ce qui baisse cette intimité, qui baisse cette envie de désir, de rapport sexuel. Alors, on a aussi deux techniques qui vont permettre aux femmes d'avoir une liberté, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des rapports non programmés, c'est-à-dire que le désir, s'il y a le désir, il y aura le plaisir. On a les injections d'acide hyaluronique qu'on fait au niveau du vagin tous les 9 mois, comme on peut le faire au niveau du visage. On a réussi par des techniques éprouvées de pouvoir répéter des injections indolores au cabinet d'acide hyaluronique qui vont permettre donc de lubrifier le vagin et de permettre de faire des rapports sexuels non douloureux. Alors, il n'y a pas que le rapport sexuel, parce que la femme se plaint aussi, en dehors de la sexualité, de troubles urinaires, de douleurs, d'inflammation, qui vont aussi faire que cette zone va devenir une zone de rejet. J'ai mal, je me réveille la nuit, je ne suis pas bien, et en plus, mes rapports sexuels sont impossibles et douloureux. Alors moi, je me suis intéressé à une technique qui est physique, qui s'appelle le laser vaginal CO2. Je fais toutes les techniques, mais j'ai vraiment trouvé satisfaction dans cette technique. Et d'ailleurs, un de mes amis qui est venu me rejoindre au cabinet, qui est le docteur Sylvain Mimoun, m'a dit « J'aurais dû te connaître avant et j'aurais dû connaître cette technique parce que maintenant, j'ai quelque chose à proposer. » Alors, ce laser, c'est une technique qui est dérivée du laser qu'on utilise en dermatologie. Il n'est plus continu, comme vous le voyez, il est fractionné. Donc, il n'y a pas d'effet de brûlure, il n'y a pas d'effet d'inconfort et il est non ablatif. Donc, comme vous le voyez, c'est une technologie. On met une pièce à main au niveau du vagin qu'on va retirer progressivement avec la délivrance d'un faisceau laser qui va se faire à 360 degrés. Avec moi, et ce que j'enseigne aux personnes qui viennent se former, c'est indolore, sauf au niveau de la vulve qui, pour toutes les femmes, même si elles n'ont pas eu de cancer, auront une sensibilité. À nous de faire les réglages. Et comme vous le voyez, ce sont des petites micro-perforations qu'on va mettre au niveau de la muqueuse vaginale qui est devenue toute amincie et qui est, sèche et qui va aller sélectionner des cellules. Alors, ces cellules, c'est ce qu'on appelle les fibroblastes. C'est des cellules qui existent chez la femme, qui sont maintenant endormies parce qu'ils ne sont pas stimulés par les œstrogènes. Donc, on va aller, par un effet thermique, aller stimuler ces fibroblastes qui vont fabriquer du collagène, qui disparaissait, de l'acide hyaluronique, et du glycogène, et qui va permettre de réépaissir complètement la muqueuse vaginale, de pouvoir avoir un liquide de lubrification, comme si on avait apporté des œstrogènes qui sont malheureusement contre-indiqués. Cette technologie qui est maintenant je le pratique depuis 2013, ça se fait sur 3 ou 4 séances. J'explique aux patientes l'échelle de satisfaction et c'est elles qui voient progressivement une amélioration. Ça se fait de 0 à 10, c'est très simple. Donc il y a 3 ou 4 séances à faire à 1 mois d'intervalle et après 1 fois par an. Actuellement, mes patientes viennent à peu près viennent tous les ans et depuis 7 ans, elles viennent régulièrement. C'est indolore, ça se fait au cabinet et mon grand combat, et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer avec l'Institut Gustave Roussy, mon grand combat, ça a été de le faire valider là-bas. Et donc à l'Institut Gustave Roussy, le laser est pratiqué, ça vaut malheureusement actuellement 350 €. Je préfère vous dire les prix hors taxe. J'aimerais qu'un jour, ça soit considéré comme un soin de support, comme peuvent l'être les perruques, comme peuvent l'être les prothèses mammaires et non un soin de confort. Et je pense que c'est plus les associations de femmes qui va permettre d'obtenir cette chose-là.
Vous voyez donc depuis 2014, cette technique a été publiée. 84% de satisfaction. Je peux dire qu'actuellement, les patientes sont satisfaites à plus de 90% avec l'évolution et la modification de la technologie que j'ai pu apporter. Elles n'ont plus de sécheresse vaginale, elles n'ont plus de brûlure, elles n'ont pas envie de faire pipi souvent et elles retrouvent donc une intimité et de par ce biais, une sexualité qui est, alors je vais être honnête, presque normale. On ne peut pas dire qu'on peut revenir à la normalité, mais elles sont satisfaites et elles peuvent reprendre une vie de couple normale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, docteur Mouly, pour ces informations. On va pouvoir enlever les slides, voilà. Il y a beaucoup de réactions déjà dans le fil pour souligner combien je crois que ça fait du bien aux patientes qu'on aborde ce thème aujourd'hui dans le cadre de cette journée et je crois que c'est certainement trop court, hein, mais ça nous donnera l'idée aussi que vous aurez un questionnaire demain. On vous demande vraiment de nous faire un retour sur cette très très longue journée, certainement beaucoup trop longue, beaucoup trop dense, qui est en plus tombée un mercredi. Enfin bon, bref, pour celles qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont fatiguées, c'était trop. Mais c'est un vrai essai que le collectif 1310 fait et on espère pouvoir continuer à faire des propositions adaptées. Alors pour en revenir à ces questions, je crois que on voit qu'il y a vraiment l'idée de savoir déjà où sont... bon, on se connaît, hein, docteur Mouly, donc il y a un certain nombre de praticiens dans toute la France qui proposent ces lasers, mais il y a aussi, et vous l'avez souligné, l'idée de valider avec des centres d'oncologie donc la place de ces solutions-là pour accompagner certaines patientes, après avoir essayé donc les solutions plus on va dire de traitement local, hein, qui peuvent être des gels, des ovules. Il y a aussi la flore vaginale qui peut être un petit peu rétablie avec des choses. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'information sur où est-ce qu'on en est de cette peut-être cette approche? Déjà, est-ce que les centres d'oncologie sont, j'allais dire, d'accord pour dire que ces techniques sont utiles pour les patientes soignées en cancérologie? Ma grande surprise, c'est quand même que depuis à peu près 2013, j'essaye de faire l'information de cette technique, puisque j'ai fait des télévisions, j'ai fait des articles dans des journaux connus. Malheureusement, j'ai l'impression, et même en congrès, que les oncologues médicaux ignorent complètement cette technique. Heureusement, j'ai pu sensibiliser l'Institut Gustave Roussy avec Suzette Delaloge, avec la gynécologie, pour pouvoir le faire. Mais bon, maintenant, quand vous voyez le nombre de femmes qui sont malheureusement atteintes, pour pouvoir avoir la réponse à leurs demandes, c'est difficile. Je suis toujours surpris, effectivement, je vous le répète, que les centres anticancéreux, moi j'ai travaillé 15 ans à l'Institut Gustave Roussy, ne soient pas sensibilisés par cela. Et c'est souvent, et même les gynécologues, on ne comprend pas, pourtant j'en fais énormément de réunions, ne sont pas encore sensibilisés à cette technique qui, je le comprends, c'est une technique qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais c'est quand même important pour une femme de revivre à ce niveau-là. C'est peut-être le fait de peut-être pas partir en week-end une fois, ou peut-être, mais le combat doit être mené par les femmes. On doit nous plus informer pour que nos autorités de santé considèrent cela comme une nécessité aux femmes. Catherine, est-ce que tu as, toi aussi, au sein de tes consultations, dans les échanges, et puis au sein de l'association Étincelle, comment tu vois ce besoin? Parce qu'il y a eu des articles, hein, notamment avec Rose Magazine, sur ce sujet. Nous, on en parle quand même beaucoup sur mon réseau Cancer du sein. On a sur chacun de nos réseaux, d'ailleurs, un petit groupe Vie intime et sexualité où les patientes peuvent échanger, parce que ça reste effectivement un peu tabou partout, finalement. Quelle est, toi, ton expérience, ton ressenti par rapport au besoin de porter ce sujet? Et peut-être que ça pourra faire partie, comme le travail et les problèmes d'accès aux droits, etc., de thématiques importantes pour le collectif. Alors écoute, on commence à en parler, mais quand je dis on commence, c'est vraiment encore très frileux. Les oncologues n'en parlent pas ou peu, je ne vais pas dire pas du tout, il y en a qui en parlent, mais très peu.
D'abord, ils n'ont pas le temps. Ensuite, ils n'y connaissent pas grand-chose. Et ensuite, ce n'est pas leur job. Voilà, en gros. Leur job, c'est de soigner le cancer. Après, si tu veux, les problèmes sexuels, comment te dire, c'est pour eux, c'est pas une priorité du tout par rapport à sauver la vie ou je sais pas quoi, ou en tout cas la prolonger un maximum, etc. Les femmes, du coup, n'osent pas en parler parce qu'elles se disent on est en train de me traiter pour un cancer, de quoi je vais passer pourquoi si je commence à dire mais excusez-moi, mais sur le plan sexuel, etc. Les conjoints n'osent pas en parler parce qu'ils se disent je vais passer pour un obsédé, ma femme est en train de se faire soigner pour un cancer, oui, alors sur le plan sexe, ça se passera comment, ils vont me dire, enfin voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Les infirmières ne sont pas forcément formées à ça, c'est pas qu'elles ne veulent pas en parler, mais il y a un manque de formation. Et voilà. Et donc, il existe pour les soignants des DIU d'oncosexologie ou de sexologie tout court. Mais quand on fait de l'oncologie et qu'on fait aussi de la sexologie, on peut raccorder. Moi, je n'ai pas fait onco-sexo, j'ai fait onco d'un côté, sexo de l'autre. On raccorde et après, on s'intéresse, on va au congrès, on demande. Moi, si tu veux, avec mes patientes, je leur pose toujours la question, même quand ce n'est pas une consultation d'oncosexologie, même quand c'est juste oncopsie, quand elles sont en couple ou même quand elles ne sont pas en couple d'ailleurs, c'est une question que je pose systématiquement parce que je sais que peut-être que jamais on va leur en parler. Donc, bon, il y en a qui me disent non, ça va très bien, il y en a qui me disent oh, c'est pas un sujet, je m'en fous, bon, très bien, mais au moins la question est posée, tu vois. Voilà, donc, et il y en a pas mal qui disent ah, ben alors ça, on m'a jamais parlé de ça. Alors moi, je commence, je vais crescendo. D'abord, je conseille effectivement d'abord d'aller voir effectivement un gynécologue qui connaisse l'oncologie, parce qu'il y a des gynécologues, il y en a plein, mais ils ne connaissent pas l'oncologie. Donc, ils connaissent l'oncologie pour ne pas s'amuser à donner un traitement à base d'hormones à une femme qui a un traitement qui a un cancer hormonodépendant. Enfin, on ne sait jamais, tu vois, il peut y avoir des choses. Bon, là, c'est un exemple énorme que je donne, mais bon, quelqu'un qui connaît l'oncologie, ou alors, moi, mon rêve, c'est d'avoir avec moi, à côté de moi, un médecin sexologue, oncosexologue, mais un médecin. Parce que moi, je ne peux pas prescrire. Donc, j'y vais crescendo. Je leur dis, écoutez, il existe des lubrifiants. D'abord, je leur dis, il existe des crèmes de jour, déjà, pour assouplir un peu les muqueuses. Vous pouvez, ça c'est en vente libre en pharmacie. Je sais pas, il y a des marques. On n'est pas là pour donner des marques, on n'a pas le droit, j'imagine. Enfin bon. Donc, il existe des crèmes de jour. Vous pouvez vous mettre une fois tous les 2 jours, ne serait-ce que pour votre confort, pour pas que ça tire, etc. Ensuite, effectivement, vous pouvez demander des lubrifiants. Et puis, si ça marche pas, des hydratants. Et puis, si ça marche pas, il y a des ovules, mais attention aux hormones, machin. Et puis, si ça marche pas, il y a l'acide hyaluronique. Et puis, si ça marche pas, il y a le laser. Alors, j'y vais en dernier. Je suis désolée, docteur Mouly, j'adore le laser. Je trouve que c'est un des meilleurs trucs qui soit. C'est vrai, mais si ça marche avant, ça coûte moins cher quand même. Donc, on y va crescendo. Voilà. Donc, mais évidemment que je leur en parle systématiquement. Voilà. Donc, ça, c'est pratiquement à toutes mes consultations avec des femmes. Alors, j'ai envie de donner la parole à Dominique Thierry de Juris Santé, parce que dans vos coachings de patientes qui ont des cancers du sein métastatique, est-ce que ce sujet de l'intimité et de la sexualité ressort? Et puis, deuxième question subsidiaire, plus en termes de plaidoyer, il me semble que les traitements contre les problèmes d'érection des hommes quand ils sont touchés par des cancers sont pris en charge. Et pourquoi, pour les femmes, il n'y a rien de prise en charge? Ça fait aussi partie des grandes questions. Alors, voilà, donc là, c'est plus de la juriste. Est-ce qu'on pourrait se dire égalité, égalité, on veut des choses? Alors, d'un point de vue juridique, oui, ce serait un plaidoyer à mener, à mon avis, parce qu'effectivement, c'est pris en charge pour les hommes et c'est toujours pas pris en charge pour les femmes. Donc, alors, est-ce que parce que pour les hommes, c'est visible et que du coup, ou est-ce qu'ils sont plus montés au créneau? Mais je pense que Catherine a une réponse. Non, j'ai pas de réponse, j'ai une question, parce que moi, je travaille aussi dans un endroit où je reçois des hommes et ils me disent, oh, ben, le Viagra, le Cialis, ok, mais ça fait quand même cher. J'allais être vulgaire, donc je ne vais pas dire quoi, mais ça fait cher je sais pas comment on dit, enfin le rapport. Donc, je ne suis pas sûre, vous êtes sûre? Enfin, je sais pas. Honnêtement, Laure me dit que c'est pris en charge, donc je suppose qu'elle
sais par ailleurs que c'est pris en charge. Je ne sais pas, enfin moi je ne suis pas spécialisée dans le remboursement de ce type de médicaments, donc voilà, si Laure le dit, je suppose que effectivement. Non, mais je l'ai entendu, mais j'entends aussi le Si contraire, tu c'est veux, ça. il peut y avoir peut-être dans certaines pathologies, c'est pris en charge, dans d'autres, ça ne l'est pas. Il y a probablement aussi un reste à charge qui peut être conséquent. Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent être effectivement très chers et la sécurité sociale peut ne pas les prendre à 100%. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a certainement une action de plaidoyer à réaliser. Et concernant la question par rapport aux coachs, alors oui, effectivement, les coachs m'ont déjà fait remonter que effectivement les femmes ou les hommes d'ailleurs qu'ils ont l'occasion d'accompagner en coaching, effectivement, ils mettent tout sur la table. Enfin, à un moment donné, le rapport de conscience fait que effectivement, c'est aussi un lieu où ils vont être amenés à aborder les questions de sexualité. Nous, les coachs là ne vont pas avoir un rôle thérapeutique comme toi tu peux l'avoir, Catherine, bien évidemment, mais ils vont écouter, ils vont faire réfléchir et ils vont faire réfléchir à qu'est-ce que la personne pourrait mettre en place, faire appel éventuellement à un psycho-oncologue, sexothérapeute, etc. Mais en tout cas, ils vont l'accompagner dans une mise en mouvement pour trouver des solutions. Et moi, je vous dirais même en tant que juriste, personnellement, il m'arrive d'avoir des personnes qui me lâchent des choses concernant leur sexualité aussi, parce que ils sont en colère et que du coup, à un moment donné, ils vont me dire déjà ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, et ils vont ils vont aborder la question de la sexualité et à partir de là, effectivement, après, ils aborderont les autres sujets. Mais oui, alors c'est très connu d'ailleurs par les psychologues. Parfois, on aborde le sujet pas avec la bonne personne. Et effectivement, moi, ça m'arrive de dire, moi, là, je suis là pour répondre à vos questions juridiques. Je ne peux rien faire, moi, pour votre sexualité, mais voilà, je vais renvoyer, etc. Les coachs, c'est un peu différent parce qu'effectivement, eux, ils vont pouvoir amener un raisonnement, ils vont pouvoir échanger avec la personne et effectivement la faire évoluer, la faire réfléchir, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour être plus satisfaite de sa sexualité, voilà, et l'amener à réfléchir sur les actions qui lui seraient possibles de mettre en place et qui lui seraient accessibles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive un peu au terme de cette très, très grande journée. C'est un thème qui mériterait qu'on y passe beaucoup de temps. Je pense qu'il y aurait besoin d'encore plus d'explications. Néanmoins, je crois que c'est essentiel qu'on ait abordé ce sujet pour des patients qui ont un cancer métastatique et qui auront des traitements qui vont impacter leur vie et leur vie intime en particulier tout au long de leur vie. Et je crois que c'est important qu'on recommunique. Alors, il y a un certain nombre de dossiers, d'articles. Il y a donc nos associations qui permettent d'échanger sur ces sujets. Sur notre réseau, en fait, on relaie un certain nombre de centres et spécialistes qui font le laser. Et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ces questions. Est-ce que Dr Mouly, vous voudriez peut-être, et Catherine, tous les deux, nous donner un petit mot de la fin pour qu'on puisse laisser les personnes aller préparer ou profiter d'un dîner qui leur a été préparé, ce qui serait, j'espère, la solution. Voilà. Moi, je dirais que la sexualité, c'est très important parce que ça peut malheureusement entraîner des problèmes de couple et là, c'est vraiment la double peine. Voilà, donc il faut préserver sa sexualité et encore une fois, ce n'est pas que la pénétration. Voilà. Comme l'incontinence des urines, la sexualité ne doit pas être tabou. Il faut savoir en parler, nous les médecins, mais aussi les patientes. Et voilà, donc il y a des centres. Moi, si vous allez par exemple à l'Institut Gustave Roussy, je dis ça alors, vous avez une grande affiche qui parle du laser et de la sécheresse vaginale. Donc on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire qu'on est sensibilisé. Donc c'est des moyens d'information. Et comme le disait Catherine, il faut y aller, il faut en parler, il faut pas rester comme ça. Et il n'y a pas que le vagin, il y a tout le corps qui doit être représenté et auquel on doit redonner de la vie, de sa valeur comme il devait être avant. Mais moi, je dis toujours que chaque millimètre de son corps peut être érotisé.
pas juste les parties génitales. Chaque millimètre de son corps peut être érotisé. C'est pas tabou, il faut en parler. N'hésitez pas à demander à qui de droit des conseils, des renseignements. Voilà, il faut aller à la pêche aux renseignements. Il y a des solutions, même si elles ne sont pas miraculeuses, elles peuvent être quand même très satisfaisantes. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Moi, je propose que effectivement les patients qui nous écoutent ce soir, donc déjà merci beaucoup de votre présence. Et puis donc tournez-vous vers les associations, hein, et notamment les associations qui offrent des soins de support, de l'écoute. On a vu tout au long de la journée différentes actions possibles. Vous retrouvez un peu tous les liens avec le site du collectif, et puis après bah, tous les autres liens indirectement dans nos associations en fonction des sujets. Et je crois que le maître mot, c'est aussi parlons entre nous pour faire remonter ces problématiques, parlons avec nos soignants pour faire connaître les solutions. Et le cas échéant, eh bien, il sera toujours temps de se mobiliser pour essayer d'avoir plus accès au plus grand nombre de façon plus équitable à ces solutions. Merci beaucoup, très très bonne soirée et merci pour cette belle journée passée ensemble. Au revoir. Merci Laure.